Donc, je vous ai fait une petite présentation sur le choc septique, mes conflits d'intérêts, qui ont un peu de rapport. Les gens disent toujours qu'il n'y a pas de rapport avec la présentation, mais là, il y en a, franchement. Et on va commencer par ça. Et puis, je vous ai fait après, j'ai dû choisir, il y a plein de choses neuves, et j'ai choisi 3 petits exemples qui sont très débattables. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes choix sur des idées pour le futur dans le choc septique. Mais d'abord, je voulais vous parler de ça. Je n'ai pas le droit de vous en parler, il ne faut pas que je spoil, mais il y a des recommandations qui vont sortir sur la prise en charge du sepsis en pré, per et post-opératoire, des recommandations HAS qui sont menées d'une main de maître par Djali Hannan. Donc elles ont été, certains d'entre vous d'ailleurs ont peut-être relu, été dans les nombreux groupes de relecteurs, puisqu'on a un nombre de relecteurs qui est assez impressionnant. On est en train de répondre à ces 40 relecteurs qui ont tous posé des questions, car c'est tous des experts. Le document avance bien. Il devrait normalement sortir en septembre, je pense que c'est illusoire, mais j'ai bon espoir que pour les fêtes l'année prochaine, ce soit un petit cadeau de Noël, si ça peut nous aider dans notre pratique. Je vais vous faire 3 suggestions pour cette présentation. Une sur un vasopresseur, ou plutôt une stratégie d'utilisation des vasopresseurs. Une sur la modulation du système immunitaire. Et la 3e sur la microcirculation. Pour ceux qui étaient là à la session précédente, vous avez entendu le maître des lieux, le professeur Jacques Duranteau, vous dire ô combien la microcirculation était importante chez nos patients. Alors, on va commencer avec un concept et un vasopresseur. Ce concept, c'est l'approche multimodale chez les patients en choc septique qui ont besoin d'un soutien vasopressinergique. Alors, on parle beaucoup de choc réfractaire. Et globalement, l'idée, c'est que si vous attendez que le choc soit réfractaire, si vous attendez que votre patient soit marbré des pieds à la tête pour changer votre stratégie, vous allez à l'échec. Et c'est tous ces papiers que vous voyez là, ces courbes dose-réponse ou ces diagrammes qui vous montrent, là je vais vous prendre notre étude parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que quand les patients ont une mortalité, une dose de noradrénaline supérieure à 1 microgramme kilo par minute, ils meurent à plus de 90%. 90%, c'est retrouvé chez nos collègues dans une étude de Mervyn Singer, multicentrique européenne, c'est retrouvé par l'équipe de Nancy de Bruno Lévy, c'est retrouvé à Milan par nos collègues de Milan et c'est retrouvé par les équipes de Caroline du Nord, par l'équipe universitaire de l'université du RAM. Donc, on peut rester sur notre stratégie, on utilise la noradrénaline, on n'utilise que la noradrénaline, mais sachez que où que vous soyez, alors au départ, on avait fait cette première étude, on pensait qu'il n'y avait qu'à Marseille et finalement ça nous soulageait, mais finalement ça semble être le cas partout. Quand on met des fortes doses, les patients meurent à 80-90%. Ça ne veut pas dire qu'à 4 microgrammes kilo minute, vous n'avez pas un patient qui a survécu. Ça m'est arrivé aussi par hasard. Mais en tout cas, statistiquement, quand vous allez voir une famille, vous pouvez leur dire qu'il y a de grandes chances qu'ils ne sortent pas de la réanimation ou qu'ils décèdent au 28e jour. Donc cette stratégie, même si c'est les patients les plus graves, qui a forcément un effet de sévérité, c'est souvent reconnu comme un facteur indépendant, donc il faut la changer. Et pour ça, avec un groupe, on propose une approche multimodale qui est forcément précoce. Elle a lieu dès le début, dès l'instauration de la mise sous vasopresseur. Et cette stratégie, elle est basée sur l'utilisation de tous les récepteurs. Alors ici, on est beaucoup d'anesthésistes réanimateurs. On a l'habitude de ça sur la douleur. Vous n'attendez pas que le patient ait un EVA à 10 pour mettre de la morphine. Vous attaquez très rapidement avec différents produits qui ciblent différents récepteurs. Et bien là, ça va être d'utiliser tous les récepteurs possibles comme vasopresseurs, le récepteur vasopressinergique, le récepteur à la noradrénaline et le récepteur à l'angiotensine 2, qui vont après finalement stimuler le même
pathway intracellulaire, hein, le même circuit intracellulaire, c'est une phosphorylation du calcium qui va conduire à la vasoconstriction de la cellule musculaire lisse. Ce concept, aujourd'hui, en niveau de preuve, le niveau de preuve n'est pas très élevé, probablement parce qu'on est très très focusé sur la mortalité à 28 jours, qui ne sera pas modifiée, je pense, par nos interventions sur ce type de démarche. Alors en fait, en pratique, on n'utilise que la noradrénaline et le récepteur catécholaminergique, alors qu'en fait, on a le système de la vasopressine, le système de l'angiotensine, et puis, par exemple, l'inhibition du NO. En pratique, les cardiologues n'utilisent pas qu'un seul produit pour faire baisser la pression artérielle. Vous avez tout un panel de produits disponibles dans les antihypertenseurs et ils agissent sur tous les types de systèmes. Ils ont 38 produits en fait, pour faire baisser la pression artérielle, quand nous, on a un seul produit ou au mieux 2 produits. Donc, la vasopressine aujourd'hui est plus ou moins sur le marché, vous pouvez la voir, et je crois qu'on en a fait grand cas. Ce n'est pas des nouveaux produits, hein. Tous ces produits ont 30-40 ans d'ancienneté et il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est juste du recyclage. Hein. Alors aujourd'hui, ce que vous allez avoir à votre disposition bientôt, qui s'est passé à l'HAS, c'est l'angiotensine 2, qui a un mécanisme assez intéressant, d'abord, ça a une action vasoconstrictrice directe sur la cellule musculaire lisse, qui va induire une vasoconstriction très intense. Et puis, ça a une action intéressante parce que quand vous stimulez ces récepteurs 1, pas les récepteurs 2, hein, les récepteurs 1, vous allez augmenter la concentration de vasopressine, d'accord ? Quand ces récepteurs baissent, là, cette étude montrait que quand les récepteurs baissent, il y a moins de vasopressine. Donc, quand on les stimule, le niveau de vasopressine augmente et ça va permettre la libération de noradrénaline. Donc, en fait, c'est vraiment en amont comme médiateur et ça va permettre vraiment de stimuler les 3 systèmes en même temps. Donc, c'est un médiateur plutôt intéressant. Alors, on manque terriblement d'études. Hein. On n'a finalement que cette étude Athos 3. Et puis derrière, il y a eu probablement une dizaine d'études ancillaires qui ont suivi. Cette étude Athos 3, elle est d'une pauvreté méthodologique absolue, hein, même si je suis très ami avec Ashish Khanna. Mais globalement, ils ont regardé le niveau de pression artérielle, placebo d'un côté, angiotensine 2 de l'autre. Ils ont montré que quand vous mettez l'angiotensine 2, vous atteigniez plus vite un succès clinique que quand vous mettez du placebo. Donc l'étude en elle-même n'est pas extraordinaire, mais c'est une preuve de concept. Dans les études ancillaires derrière qui ont été intéressantes, il y en a une qui montre que quand vous utilisez l'angiotensine 2 chez des patients qui sont en défaillance rénale, vous diminuez l'exposition à l'épuration extra-rénale et vous diminuez la mortalité. Ce n'est pas très étonnant parce que c'est un produit qui marche extrêmement bien sur le rein en étant très vasoconstricteur de l'artère efférente, beaucoup plus que la noradré. Voilà. Là encore une fois, il faut l'utiliser tôt. Si vous vous attendez, c'est trop tard quand vous attendez d'avoir des fortes doses. Si vous dites j'attends que mon patient soit à 1 microgramme kilo minute, ça ne marche plus. Il faut l'utiliser tôt. Et on a un biomarqueur qui nous indique bien, c'est la rénine. La rénine, écoutez bien ça, c'est vraiment le biomarqueur d'intérêt et d'avenir dans le choc septique. Et quand la rénine est haute, on a intérêt à utiliser ce produit. Donc voilà pour l'angiotensine 2 qui est passé à l'HAS et qui a eu un service rendu assez faible d'ailleurs, mais le process est en cours. Deuxième suggestion, c'est Immunosep. C'est un essai randomisé qui est en cours, dont je n'ai pas les résultats, hein, mais pendant très longtemps, on le dit tous, hein, tous les essais sur les anti-TNF n'ont pas marché, c'est un échec, on est toujours en échec sur le sepsis. En fait, on a regardé la montagne que d'un seul côté. On a regardé que le côté pro-inflammatoire. Et c'est résumé dans cette étude de John Marshall, cette méta-analyse qui montrait tous les échecs de la littérature. Et en fait, l'idée est complètement différente. Et l'idée a été popularisée par Richard Hotchkiss, qui est un mec délicieux, qui a montré qu'en fait,
qui a été le premier à dire il y a du pro-inflammatoire, mais il y a aussi beaucoup d'anti-inflammatoires. Il s'est d'ailleurs appuyé sur pas mal de travaux français sur l'anergie du macrophage, c'est-à-dire l'impossibilité d'un macrophage qui a été stimulé une première fois d'être restimulé une seconde fois, et donc une espèce d'immunosuppression, et avec un parallèle avec le sida chez les patients qui sont en choc septique. Donc des patients qui répondent différemment, des patients qui répondent très fort, des patients qui répondent avec une phase plutôt anti-inflammatoire, et probablement un mélange des deux chez les mêmes patients. Donc la situation est compliquée, et il faut observer les deux faces de cette montagne. Alors en fait, il faut savoir, donc, en fait, il faut monitorer aujourd'hui où est mon patient au temps T où je le regarde, et ça, je remercie Evangelos qui m'a placé ces slides. Hein. En fait, hop là, je vais revenir en arrière. En fait, ils ont défini un syndrome qui va s'appeler le Macrophage Activation-like Syndrome. Donc, c'est un syndrome d'activation macrophagique, ça y ressemble en tout cas. Et le biomarqueur pour ça, je le fais court, c'est la ferritine. La ferritine va augmenter dans ces états d'activation pro-inflammatoire. Hein. Donc, on va être sur le côté ascendant, ou avec des patients qui vont être très, très répondeurs et ils vont produire beaucoup de médiateurs. Donc la ferritine augmente, le fibrinogène baisse d'ailleurs. Et en fait, ceux qui ont la ferritine qui augmente, excellent biomarqueur là encore une fois, c'est des choses qu'on a tous les jours en pratique, hein, qu'on peut avoir, ce n'est pas des biomarqueurs exceptionnels. Hein. Et bien, ils ont une mortalité beaucoup plus forte que ceux qui ont un seuil inférieur à 4000 nanogrammes par millilitre à peu près. Donc, augmentation de la mortalité chez les patients qui ont ce syndrome d'activation macrophagique exprimé par une surexpression de ferritine. De notre côté, ça, ce sont les travaux de Richard Hotchkiss notamment. Hein. Il est allé voir chez les patients décédés et il montre que les patients en sepsis, ils n'ont plus de réponse immune. En fait, ils sont totalement anergiques, c'est-à-dire qu'ils ne produisent plus de médiateurs, contrairement à ce qu'on pensait. Donc on a ces deux tableaux, l'activation macrophagique d'un côté, l'immunoparalysie de l'autre. En termes de mortalité, ceux qui meurent le plus, c'est ceux qui sont pro-inflammatoires, syndrome d'activation macrophagique. L'immunoparalysie est intermédiaire. Vous voyez, c'est que des mortalités quand même assez fortes. Hein. Et les patients intermédiaires ont une mortalité, ont probablement la plus faible mortalité. Faites attention, ça c'est le cumul de survie, non pas le cumul de mortalité. Donc les choses sont inversées. Et donc Immunocept-Trial, c'est un essai international où donc on prend les patients en choc septique, on mesure la ferritine. Ceux qui ont une ferritine basse, un HLA-DR, qui est une autre expression qui a été développée beaucoup par nos amis lyonnais et l'équipe de Didier Payen, ben ceux-là sont considérés comme étant en immunoparalysie. Ils représentent 43% de l'effectif. Et ceux-là vont recevoir de l'interféron gamma. Ceux qui sont en MALS, c'est-à-dire le syndrome d'activation macrophagique, reçoivent avec la ferritine haute, vont recevoir un anti-interleukine 1. Et on va randomiser les patients comme ça, et ceux qui sont au milieu, ferritine basse, HLA-DR augmenté, ben on va juste les observer. Ça, c'est les courbes d'inclusion. L'étude vient juste d'être terminée aujourd'hui, ce mois-ci. Hein. Donc, ils ont inclus le nombre de patients qu'ils voulaient. Donc, on attend les résultats. Je n'ai pas les résultats et je crois qu'il n'y a personne pour l'instant qui les a vraiment. Mais en tout cas, le profil de l'étude est très intéressant. Petite note au passage, vous voyez, il y a la Grèce, il y a la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, la Roumanie, l'Italie. Il n'y a pas la France, parce qu'en fait, c'est trop compliqué de mettre les Français dans une étude internationale aujourd'hui. On me répète à longueur de journée que ce n'est pas vrai, que c'est merveilleux en France, mais non, en pratique, c'est comme ça. Troisième système, je vais aller assez rapidement. Le NO a plein d'effets positifs sur la microcirculation. On a vu ce matin que c'était la cible de notre prise en charge, souvent, d'accord ? Et vous voyez ce qui se passe quand on a eu un choc.
Par contre, il y a plein d'effets négatifs sur le cœur, sur la bioénergétique, sur les cellules. Et on est tous, ceux qui sont les plus anciens, là, peut-être pas les plus jeunes, mais on a tous été marqués par une étude internationale de Lopez et collaborateurs qui montrait une surmortalité chez les patients qui recevaient un inhibiteur du NO. Je crois que ça nous a tous frappés. Et depuis, on fait très attention avec ce type de produit. Toujours est-il qu'il y a un papier qui est sorti qui utilise en fait des nanoparticules de phospholipides hydrophobes et dans lequel qui vont être en fait dans du liquide, hein, donc ça va être comme un liquide de remplissage, et qui vont permettre de moduler le NO en réduisant ce NO dans les régions où il y a trop de production et en le délivrant dans les régions où il n'y a pas assez de production. Donc on peut penser que quand il en manque dans la microcirculation, ben ça va aller dans ces régions-là. Alors c'est une étude de 20 patients, c'était écrit, je brise le secret, mais j'étais un des reviewers, il y a eu 8 allers-retours du papier, c'était horrible au départ, mais en tout cas les résultats sont intéressants et montrent qu'on baisse vraiment les doses de noradrénaline chez ces patients qui étaient pré-mortem quasiment, hein, quand on administre ce produit. Alors peut-être que finalement, d'utiliser des techniques comme les nanoparticules, ça va permettre d'orienter des vieux médicaments d'une façon différente et de les libérer différemment. Voilà, dans le pipeline, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. Il y a un essai, là aussi terminé, dont on attend les résultats avec de l'isomédine, qui est un vasodilatateur qui, dans les chocs septiques réfractaires, pourrait avoir un intérêt. Vous savez, ces patients qui restent marbrés avec un temps de recoloration cutanée allongé malgré des fortes doses de noradrénaline. Voilà, c'est ces patients-là qui ont été ciblés. C'est le high micro trial. Je pense que certains d'entre vous ont dû y participer. Et puis, il y a l'inhibition du TREM1. Le TREM1, c'est une voie métabolique qui avait été mise en évidence par Sébastien Gibault à Nancy, il avait mis ça comme biomarqueur des pneumonies il y a maintenant, c'était sur un papier du New England il y a une vingtaine d'années, je pense. Très beau papier. Et aujourd'hui, en fait, on a un médicament qui va inhiber. Alors, le TREM1, l'intérêt, c'est qu'il est au-dessus de tout et son activation va aggraver la cascade inflammatoire et la production de cytokines. Et donc, on a aujourd'hui un inhibiteur qui est possible, qui s'appelle le nangibotide. Et il y a des essais en cours avec ce produit dans le choc septique. Il y en a eu un qui a été arrêté parce qu'en fait, il y avait en fait, il a été arrêté parce que les inclusions n'étaient pas assez rapides, mais avec des résultats très intéressants dans le Covid. Et donc, il faudra bien suivre cette piste. J'aurais pu aussi vous présenter ça. Donc voilà, mes messages clés sont très simples. Premier message, on va avoir plein de vasopresseurs à notre disposition, même si les niveaux de preuve ne sont pas super élevés. Je pense qu'il faut qu'on change nos stratégies et qu'on passe d'une seule drogue à une approche multimodale. C'est que du recyclage de vieux produits. Peut-être qu'on va pouvoir improver, alors j'ai appelé ça la pharmacocinétique, mais enfin la distribution des médicaments avec des nouvelles formes et notamment tout ce qui est phospholipides. Et puis, dernière chose, on va individualiser la prise en charge immunologique pour essayer d'aboutir à des résultats positifs. Voilà, je vous remercie de votre attention.